Suite et fin, enfin j'espère fin bientôt parce que, alors d'abord un petit mot pour vous dire pourquoi je fais ça. Parce que c'est la dernière année que je suis ici, enfin je pars dans un mois. Ma mère est toujours, elle a été enterrée dans son jardin, ce qu'elle a voulu. Euh, c'est un hommage, effectivement. Et c'est aussi, ben voilà, me dire, voilà, je revois ce passé difficile, douloureux. Et je vais le laisser ici. Et je m'en vais pour une nouvelle vie. Et en même temps, c'est se rendre compte des endroits, d'un moment où bah, ça aurait pu être autrement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aurait jamais dû m'imposer de devoir m'occuper de ma mère. C'est comme j'ai fait pendant 30 années de m'occuper de mon père. Trop. Quand on s'occupe de ses parents, c'est normal. Mais pas au point d'oublier soi-même, quoi. Moi, ma vie, je l'ai pas... J'ai vécu, je vais dire, par procuration. J'ai pas été à l'écoute de mes besoins et maintenant je peux l'être. Voilà. Bref. Donc, ça permet pour faire des explications. Voilà, des explications. Donc, puis en même temps, c'est pour aider les gens qui découvrent la SLA et à qui on annonce qu'ils ont la maladie ou un proche à la maladie et avoir un petit peu, non pas ce qui doit, alors, peut leur attendre. Parce que, bon, ma mère, elle a eu quand même, euh, la vie avec la maladie, elle a vécu comme ça parce que c'est elle qui s'est poussée au lieu de se ménager, elle en a fait beaucoup. Elle voulait faire finir vite et c'est assez exceptionnel que ça arrive aussitôt. Le médecin lui avait dit entre 6 mois et 2 3 ans, quoi. Il n'avait pas dit en 4 mois. Donc c'est exceptionnel, je pense. Mais c'est une maladie vraiment terrible, quoi. Bref, il faut vraiment être bien entouré. Et puis, ou sinon, bah, il faut être en. Ouais, bah, moi, je vois, avec le recul, on n'aurait jamais dû nous laisser notre mère, parce que pour mon père et pour moi, on était tous les deux handicapés, c'était compliqué. Alors, donc partie 3 quand la SLA tue ma mère à petit feu. Avec l'hospitalisation de ma mère au CHU de Montpellier, au centre de la SLA, on peut dire qu'une étape est franchie. Donc elle a été hospitalisée. Après avoir été envoyée aux urgences où elle y était restée durant 6 heures environ, ma mère a été folle. Elle dit, ah, m'a envoyée aux urgences, dans les urgences, elle ne supportait pas parce qu'elle savait que c'était très très long. Ma mère avait fini par être transférée dans une chambre au centre de la SLA. Son hospitalisation, qui avait duré du jeudi 10 décembre au mercredi 16 décembre 2015, était réellement nécessaire, puisque les examens qu'on lui avait fait passer avaient confirmé l'aggravation de son état de santé. Ma mère ne se sentait pas du tout bien à l'hôpital. J'étais allée la voir le dimanche, mais manque de chance, elle devait partir pour qu'on lui installe un cathéter dans le bras pour remplacer la sonde gastrique pour l'alimenter, qu'elle refusait. Pour trouver une solution pour qu'elle puisse s'alimenter, parce qu'elle ne pouvait plus le faire. Honnêtement, quand j'ai dit c'était malheureux que quand je suis allée la voir et on devait lui poser un cathéter, honnêtement, j'étais bien contente de ne pas rester trop longtemps dans cet hôpital parce que je pouvais plus communiquer avec ma mère, je la voyais dans un état lamentable, ça me faisait mal, quoi. Donc j'avais la peine pour elle, donc il restait longtemps, je savais pas quoi lui dire, quoi faire, c'était super difficile. Elle s'était plainte, en plus, voilà, elle s'était plainte qu'on voulait la forcer à avaler leur bouffe infecte et qu'un des infirmiers l'a terrorisée. Je n'ai jamais pu savoir pourquoi elle m'avait dit ça. Je parle de l'un des deux infirmiers du CHU, pas de la nourriture du CHU quand elle parlait de que c'était infect. Elle a été pressée, elle connaît toujours sur moi, elle me disait ouais, il y a ça, il y a ça. Puis si je faisais un truc, ça allait pas, enfin c'était compliqué pour satisfaire ma mère. Elle a été pressée de pouvoir rentrer à la maison au plus vite et elle se demandait pourquoi on lui avait posé une sonde urinaire. Étant toujours en contact par mail avec son neurologue, je lui ai fait passer le message qu'elle souhaitait qu'on lui retire la sonde quand elle serait de retour à la maison. Il voulait pas s'emmerder à t'emmener aux toilettes, tu aurais fait comment dans une couche? Elle se rendait pas compte, quoi. Chapitre 1. Retour de ma mère pour une semaine en hospitalisation à domicile. Du 17 au 23 décembre 2015. L'hospitalisation à domicile était censée avoir été demandée par le médecin généraliste traitant. En réalité, ce dernier s'était contenté d'envoyer ma mère aux urgences. Bon, après, j'ai appris que c'était surtout à l'hôpital de le faire. Il était ensuite parti une semaine en vacances sans se soucier de la suite. Depuis, le médecin est mort du Covid. C'était donc très certainement un médecin hospitalier du centre de la SLA qui s'était occupé de prévenir la HAD. Le nom d'une HAD m'avait été donné par le kiné qui suivit ma mère.
Ah, qu'est-ce que l'hospitalisation à domicile? Bon, je vous passe le détail, hein. Moi, je disais, l'hospitalisation à domicile, c'est les emmerdes à domicile, j'appelais ça. Donc, 2, l'hospitalisation à domicile des bourrélites, les emmerdes, voilà, les emmerdes à domicile. Ouais. Une fois ma mère de retour à la maison, la pièce du bas était installée pour la recevoir. La salle à manger avait été aménagée par Monsieur D, qui avait posé spécialement une cloison afin de pouvoir permettre une isolation. On pensait que cela suffirait pour que ma mère puisse avoir son intimité, notamment au moment des soins infirmiers. En réalité, la cloison n'était jamais tirée. Donc en fait, ça fait rien, quoi. Ma mère refusait les aides de vie pour elle. Elle préférait faire appel à moi. Je le comprenais bien. Mais le problème, c'est que je me sentais bien vite débordée pour tout ce que j'avais à gérer. La maison était devenue une véritable auberge espagnole, avec ses visites incessantes des infirmiers, de l'EHPAD, du kiné, des assistantes de vie. Celle envoyée au titre de la PA, accordée aux procédures d'urgence pour ma mère, et celle auquel j'avais droit au titre de la PCH. Voilà, il y avait deux sortes elle ne me connaissait pas, donc... Un soir, une jeune femme avait été envoyée par l'association qui gérait les aides de vie pour ma mère. Elle avait pour mission de l'aider à manger. Effectivement, on avait besoin d'une personne pour s'occuper de ma mère, pour nous permettre de dîner sans être interrompu toutes les 5 minutes. Mais il n'était pas question de l'aide à manger puisqu'elle a été perfusée pour recevoir une alimentation artificielle. Elle n'avait droit qu'à de la nourriture plaisir. Et c'était certainement pas avec une inconnue qu'elle voulait la partager, quoi. Elle a accepté un peu de glace, mais il fallait arriver à lui mettre, à lui ouvrir la bouche, c'était impossible, enfin, c'était... Mon père et moi pensions que cela s'était bien passé, puisque on entendait ma mère répondre à la jeune femme par écrit, vous faisiez quoi comme travail? Ah, comptable. Mais dès la fin du dîner, ma mère m'avait demandé, qui m'as-tu envoyé pendant que vous dîniez, papa et moi? Elle m'a saoulé pendant une bonne heure. Et elle avait ajouté, je n'ai pas besoin d'une gamine, je veux un homme costaud pour m'aider à marcher. Décidément, on avait tout faux. Ma mère voulait marcher, non mais... Ah! Le lendemain soir, c'était une autre jeune femme qui avait été envoyée par l'association. Ah, ça passait son temps à changer. Elle m'a demandé, faut que je fasse quoi? Après avoir mangé quelques assiettes dans la cuisine, elle avait tenu à venir... Ah non, après avoir mangé, rangé, pas mangé. Elle tenait à venir se présenter à ma mère. Elle n'était pas restée très longtemps dans sa chambre, étant effrayée par les gémissements et les cris de ma mère. Enfoirée! Elle s'était alors empressée d'aller faire signer sa feuille de présence à mon père afin de pouvoir partir au plus vite de cette maison. L'hospitalisation, ma mère, elle faisait pas à tout le monde, quoi. L'hospitalisation à domicile était pour mon père et pour moi, ni plus ni moins que les emmerdes à domicile. Entre les bip-bip de la machine, les allers-retours de l'équipe soignante et les cris, pleurs et gémissements de ma mère, du jour comme de nuit, 16 jours d'HAD étaient véritablement le maximum que nous pouvions tenir. C'était difficile de reconnaître que l'HAD était un échec et d'avoir à faire partir maman de la maison. Mais si on avait continué ainsi, c'est mon père et moi qui nous serions retrouvés à l'hôpital. Les soins infirmiers. Après l'expérience vécue d'une première douche donnée par un infirmier, ma mère m'avait dit préférer une femme plutôt qu'un homme. Hey, Christelle, j'ai besoin de ça, Christelle, c'est ça. Elle trouvait que cet infirmier pratiquait les soins intimes de manière un peu trop brutale, selon elle. Elle a appris, plus ça va, moins j'ai envie d'un infirmier. Il est brutal, je n'ai pas besoin de ça. Ce qu'elle m'avait écrit. Je retrouver ses écrits. La première rencontre avec cet infirmier, sympa au demeurant, avait été un peu spéciale. Il devait être à la maison à 11h, mais il n'était venu qu'à 13h, au moment où ma mère s'apprêtait à déjeuner avec mon père et moi. C'est vrai que c'était chiant, ça. Ouais, si tu faisais une remarque, il disait, je connais mon boulot, vous allez m'apprendre mon boulot. Ouais, mais si tu viens à 11h et que tu viens à 13h, c'est compliqué. Selon maman, j'étais contente pour elle, et pour nous, qu'elle se soit enfin douchée. Après un mois sans avoir pu se laver. Les odeurs, hein. Mais rapidement après, j'avais compris que la séance ne s'était pas passée si bien que cela pour elle. Dès le départ, je l'avais vu commencer dès le départ, je l'avais vu commencer à la déshabiller alors qu'il était en train de me parler. J'arrive pas à lire parce que ça a été mal écrit. Enfin, il y a une tâche dessus. Sans avoir fermé la porte de la salle de douche. Ouais, c'était ça en fait. Comme ça, elle déshabillait alors que la salle de douche n'était pas fermée. Enfin, la mère, elle voulait son intimité et il les déshabillait comme si c'était un chien, quoi. Selon lui, il faudrait rapidement un infirmier homme, car la maladie allait la rendre invalide. Son état de santé serait trop difficile à gérer pour une infirmière. Finalement, c'était ce même infirmier
Il s'était occupé de ma mère durant la semaine d'HD. Elle m'avait confié tout l'apprécier, contrairement à celui qui refusait de lui mettre un pyjama en prétextant qu'au CHU, on n'en mettait pas non plus. Ouais, elle se gelait, donc elle dit un pyjama, et l'autre il voulait pas lui mettre. Enfin, le problème principal avec lui, c'était le non-respect des horaires donnés pour ses interventions pour les soins. Un jour, il était même euh, je sais pas. Ouais, il s'était pris la tête avec la descente de vie qui avait osé lui faire la remarque. Pour l'autre infirmier du même cabinet, c'était les conditions dans lesquelles il prodiguait les soins de ma mère. Il ne fermait jamais la cloison de la chambre. Le jour où j'avais fait la remarque à mon père qu'il n'allait pas rester là, l'infirmier avait réagi en disant que la présence de mon père ne le dérangeait nullement. Alors que je n'avais pas dit attends, papa, tu déranges la famille, c'est pas papa, tu déranges maman, parce que maman a envie d'être son intimité, quoi. Mais ça, personne ne le comprenait, en fait. Voilà, on respecte plus rien. J'ai l'auberge espagnole. Il n'avait pas du tout compris que je lui parlais de ma mère. Pour elle. Que ça la dérangeait. Qu'on la change devant les yeux de tout le monde. Un soir, il avait refusé de mettre un pyjama à ma mère, et un autre soir, il avait laissé dormir à ma gros pyjama tout sale. Ma mère était tous les jours coiffée avec les cheveux tirés en arrière, alors qu'elle ne supportait pas. Après le passage de l'infirmier, je prenais la brosse à cheveux pour la coiffer comme elle aimait, la frange dans le bon sens. Elle n'aimait pas non plus avoir du sang bon sur elle. Alors j'avais pris soin de planquer le lotion pour le visage que l'infirmier avait pris dans la chambre de ma mère pour lui en badigeonner le dos. Voilà, donc elle faisait tout ce qu'il fallait pas faire. Et donc moi j'étais là, maman c'est gentil, mais une fois elle m'avait même demandé de faire appeler le généraliste. J'ai dit maman, le généraliste, c'est longtemps qu'il est bagoulé, je veux dire, c'est maintenant t'as mis HAD, elle comprenait pas ce que ça voulait dire quoi. Les réveils nocturnes. Durant toute la semaine d'hospitalisation à domicile, il n'y avait pas eu une nuit durant laquelle on avait pu dormir en continu. La machine bipait en pleine nuit, ou bien ma mère nous réveillait, pour que j'aille lui déclencher l'antalgique en perfusion, ou encore pour lui éteindre la lumière que mon père avait laissée. Parfois, la machine bipait aussi durant la journée. Les gémissements et les cris de ma mère. Ma mère ne supportant plus son état d'une personne condamnée au silence et de son incapacité à marcher, elle ne pouvait plus que gémir, pleurer ou crier pour s'exprimer. Je comprenais que ce qu'elle vivait était un enfer, qu'elle était dans le désespoir le plus total, mais dès le soir, non, et de la voir et de l'entendre ainsi souffrir devenait pour nous aussi un enfer. Plusieurs semaines après le décès de ma mère, j'avais repensé à cette fameuse nuit où elle s'était mise à hurler de détresse lorsqu'elle avait compris que l'infirmier lui avait mis de la morphine alors qu'elle n'en voulait pas. Je n'aurais pas dû la laisser ainsi, mais appeler l'infirmière d'astreinte afin de la placer sous calmant pour lui permettre de trouver le repos. J'avais pas eu le réflexe à l'époque, j'en pouvais plus, quoi, moi aussi, hein. Moi aussi, j'allais mettre à beugler pendant la nuit. Quand il faut prendre une décision, au 5e jour de la HAD, j'avais décidé de contacter le neurologue qui suivait ma mère au CHU pour le prévenir que je ne m'en sortais pas. Mon père et moi ne dormions plus et dans la journée, j'étais constamment sollicité. Il m'avait alors expliqué qu'il allait chercher à trouver une place pour ma mère dans un centre d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou bien dans un centre de soins palliatifs. Il n'y avait pas de place dans un centre de soins palliatifs, donc voici pour illustrer mes propos la description détaillée du déroulement des journées et des nuits de la semaine. Jour 1. Lors de la première nuit, mon père avait eu la mauvaise idée de laisser de la lumière dans le salon. Donc là, j'ai fait que la bande-annonce. Maintenant, je vais vous expliquer en détail comment ça s'est passé. Parce qu'on se rend pas compte, hein, mais... J'ai froid. Et ça met la porte. J'ai froid. Je ferme la porte. Bon, Jaïla, t'avais dit qu'il serait là avant 11h, hein. C'est pas bien, ça. Parce que hier, on était samedi, mais aujourd'hui, on est dimanche. Bon, bah si c'est tous les jours le week-end comme ça, il faut me le dire. Que je sache. Bon, c'est pas grave, on fait la petite vidéo. Mais quand même, après, ben, 10h30. Bon, attendez. Elle va pas tarder. On va la faire venir. Hein. Oh, bien. Non. Tu peux rester pour l'instant. Alors, donc, lors de la première nuit, mon père a eu la mauvaise idée de laisser de la lumière dans le salon, au cas où Léa se déplaçait, mais sans penser que la lumière allait déranger ma mère pour dormir. Elle nous avait réveillés à 3h40 du matin, car elle souhaitait qu'on lui éteigne la lumière, dont la présence lui rappelait le CHU. Elle souhaitait aussi que je branche l'antalgique en perfusion car elle avait mal. Voilà, tout ça de matin, super. Et moi j'étais là-haut, il fallait que je redescende les escaliers, puis après je remonte. J'avais pas de déambulette, j'avais pas de monte-escalier à l'époque. Alors jour 2, il est 19h. Je vais voir ma mère pour m'occuper des chats, préparer le repas, mettre les gouttes dans les yeux de mon père. En plus, il n'y avait pas d'infirmier pour mon père. Et
et lui remplir son pilulier. Je faisais tout ça encore. Il est 20h30. Je viens d'ouvrir à l'assistante de vie et me faire mon injection quotidienne. En plus, j'avais encore l'injection à l'époque. Il est 22h30. Je viens de terminer le dîner. Le lit médicalisé ne pouvait plus fonctionner car la prise électrique auquel il était branché avait rendu l'âme. À 3h26 du matin, je suis réveillée par les gémissements et les cris de ma mère. Mon père me harcelait pour que j'appelle l'infirmier afin qu'il vienne au plus vite à la maison. Après être descendu des escaliers, avec peine, je réalisais que l'antalgique était vide, l'infirmier l'ayant mis en route lors de son départ. J'avais eu l'idée de lui mettre une gélule de paracétamol dans un peu de compote pour lui faire avaler. Finalement, j'avais appelé l'infirmière d'astreinte. L'infirmier nous avait dit arriver à 5h du matin, mais il était arrivé à 6h40. Voilà, le deuxième jour. Donc, troisième jour maintenant. J'expliquais à mon frère qui était venu à la maison pour nous aider à dégager la pièce que j'avais bien du mal à m'occuper de ma mère, ne sachant pas toujours ce que je devais faire. Par exemple, quand elle me demandait un verre d'eau avec des glaçons, non, un verre de coca avec des glaçons, je ne savais pas si je pouvais le lui donner, car en principe, elle n'avait pas eu le droit au liquide, en raison du risque de fausse route. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi? Je ne suis plus au docteur à demander par mon frère. Je ne voulais pas être la personne responsable qui avait à prendre seule les décisions difficiles, telles que de l'envoyer dans un centre d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce jour-là, je n'ai pas pu faire la sieste car j'avais été réveillée par ma mère qui se plaignait d'avoir mal, puis par l'infirmier qui était venu lui poser un sonde urinaire. Ma mère avait voulu que je lui mette un haut de pyjama car l'infirmier n'avait pas voulu le faire, prétextant qu'à l'hôpital on n'en met pas. Mais j'avais pensé que ce n'était pas à moi de le faire, d'autant plus qu'une assistante de vie était attendue dans la soirée, et que j'avais vraiment besoin de me reposer un peu. Si j'avais accepté de lui mettre de suite son haut pyjama, l'aide de vie serait venue pour pour rien. Et moi, je n'avais pas. Bref, j'aurais pas à lire. Mon imprimante avait des problèmes. Vers 3h, vers 23h, ma mère souhaitait me parler pour m'expliquer que l'infirmier ne respectait pas son intimité. Maman, je suis pas une psychologue, hein. Par exemple, quand je disais à mon père de ne pas rester à regarder les soins infirmiers se dérouler, alors qu'on avait installé une cloison pour que ma mère puisse s'isoler durant les soins, c'était l'infirmier qui me répondait, bah, ça j'ai déjà dit. On avait fait installer une douche à l'italienne, mais ma mère était lavée aux grandes toilettes dans l'entrée. Vous imaginez? À 5h du matin, je suis réveillée par les bruits de la machine à perfusion. Bébé! La perfusion avait été lancée au début de soirée et du coup, elle était vide en pleine nuit, ce qui faisait biper la machine et nous empêchait tous de dormir. Pour appeler l'infirmier, il fallait que je remonte à l'étage, donc reprendre les escaliers, parce que le téléphone du bas ne marchait plus et qu'il me fallait utiliser le téléphone du haut. Tout le monde avait pu retourner se coucher une fois l'appareil éteint, sous les directives de l'infirmière d'astreinte que j'avais appelée. Enfin voilà minuit. Jour 4. Dès le matin, j'étais sollicitée lors de l'arrivée du kiné, de l'assistante de vie et de l'infirmier. Je devais me contenter de me débarbouiller le visage, car je n'avais même plus le temps de prendre une douche. Bah dis donc. Jour 5, ma mère me sollicitait en permanence, de jour comme de nuit, et ne pouvait pas s'empêcher de pleurer, gémir et crier. Dans une telle détresse, je ne le supportais plus. Le neurologue avait été mis au courant et nous avait proposé de la placer, ok, jusqu'à ce qu'une place se libère au CHU. Okay. Jour 6. Enfin, je vais être enfin libérée ou pas. Ce matin-là, j'avais laissé un mot à l'infirmier qui lui faisait part des doléances de ma mère. Être lavé dans l'entrée, ça, elle n'avait pas ça, forcément, hein, avec une cloison, et dormir avec un haut de pyjama sale, etc. Du coup, quand il était arrivé vers 11h, alors que ma mère l'attendait pour 8h, et qu'il avait été pris à partie par l'assistante de vie, l'infirmier avait violemment protesté en criant à celle-ci, moi je n'avais pas été là, j'étais arrivé après, qu'il venait aux heures qu'il voulait et qu'elle n'avait pas à lui apprendre son métier. Dommage qu'à ce moment-là, j'étais en pleine séance de kiné, car j'aurais bien aimé assister au clash et peut-être même y participer. C'est vrai que une fois que ma mère était placée sur le fauteuil roulant par l'infirmier, elle nous demandait souvent, juste après qu'il était parti, de la pousser jusque dans la cuisine. Je savais alors que le repas que nous nous apprêtions à partager, mes parents et moi, n'allait pas être agréable. En dehors de la question de la fatigue d'avoir à me lever sans cesse pour satisfaire à ses besoins, tels que d'aller lui chercher une boisson dans le frigo, de lui préparer de la purée de pommes de terre et de carottes,
J'avais à chaque fois peur qu'elle ne s'étouffe. Je savais que chaque gorgée et chaque bouchée pouvaient signifier le risque de fausse route. Le personnel médical nous avait dit qu'elle n'était autorisée à ne prendre qu'une alimentation de plaisir. Ce n'était pas facile pour moi de la rappeler à l'ordre. Pouvais-je lui dire non lorsqu'elle me demandait un verre de soda avec glaçons? Elle n'avait plus droit au liquide, mais je me sentais mal de lui refuser ce qu'elle avait envie. Ce qui lui faisait envie. Jour 7. Donc en fait, voilà, j'étais épuisée, en même temps, on se pose des questions, est-ce que je dois lui donner tout ce qu'elle veut, est-ce que... C'est l'enfer, quoi. C'est le dernier jour de l'HAD. Le mercredi 23 décembre 2015 avait assez mal débuté puisque nous attendions l'arrivée de l'infirmier, qui aurait dû être à la maison depuis 8 heures du matin. N'ayant pu attendre car je devais partir à ma séance chez la kiné, j'avais laissé ma mère seule avec mon père et l'assistante de vie. C'est ce jour-là que Véro, donc c'était l'ancienne assistante de vie, avait fait part à l'infirmier que d'arriver à 11 heures passées alors que ma mère attendait depuis 3 heures, ce n'était pas normal. Lorsqu'il avait été question de faire partir ma mère au centre de Balmès, l'infirmier m'avait conseillé par téléphone d'attendre quelques jours avant de prendre ma décision. Il me disait avoir trouvé que ma mère allait bien ce matin-là. Ah putain, elle est peut-être bien, mais moi. Vous vous rendez pas compte ce qu'elle nous faisait vivre? L'enfer! L'enfer! Il était clair qu'il avait bien aimé pouvoir continuer à s'occuper d'une patiente en HAD, qu'il aurait bien aimé. Sachant que 3 fois par jour, l'infirmier se relayait à tour de rôle pour réaliser les soins, et ce, durant toute la journée de la HAD. Mais, ouais, lui, il se rendait pas compte de ce que c'était. Hein. Mon hypothèse était confirmée le jour de la réception des versements réalisés par la sécurité sociale. En fait, il était pas content, ça, il faisait un bon boulot, quoi. Quant à moi, je pensais que ma mère ne pouvait pas continuer à être placée sous HAD du fait de ne pas y être suffisamment surveillée compte tenu de son état. Mes conversations téléphoniques, parce qu'il y a des moments où il était tout seul avec elle, mes conversations téléphoniques régulières avec ma tante Josée m'avaient aidé à prendre une décision sans trop culpabiliser. Mon frère Patrice, qui vit en Australie, m'avait également écrit par mail. Ah. Mon frère et ma tante m'avaient dit ne culpabilise pas Christelle de ne pas pouvoir garder ta mère. Notre mère, enfin, maman. Parce que, en plus de culpabiliser, non mais, qui aurait pu supporter ce que je supportais? Chapitre 2. Hébergement de ma mère au centre d'hébergement pour personnes âgées indépendantes. N'empêche que, même si tu dis, il faut pas que tu culpabilises de le faire, bah, le jour où tu dis à ta mère, faut que tu partes, je peux pas te garder, tu nous rends la vie impossible. Ah bon? Elle voulait pas, nous rendre la vie impossible. Mais, j'ai pas pu lui dire en face, maman, c'est plus possible, ça fait une semaine que je dors plus. Je vais te trouver un endroit où tu vas être mieux. Et puis, de toute façon, elle a souffert. Hein. J'ai pas pu lui dire. Je me suis dit, fais attendre d'avoir la place pour lui dire. Sauf que la place, une fois qu'on l'a donnée, c'était là, elle sent qu'il va venir maintenant. Mais j'ai pas eu le temps de me parler à ma mère. Du coup, envoyez-moi quelqu'un qui va lui parler. Pour que je sois toute seule à le faire. C'était la connerie parce que finalement, ça a été horrible. Encore pire. Encore pire. Encore pire! Sauf que, si j'avais été seule à parler à ma mère, elle brisait. Christelle, s'il te plaît, attends un peu à demain, ça va aller mieux. Et moi, j'aurais pu faire quoi? Alors que là, pas de choix. Il y a une place qui vous attend. De toute façon, après, quand on m'a dit, la place, là, si vous la prenez pas maintenant, c'est dans un mois, la prochaine, je dis, ah non, moi, je peux pas rester comme ça un mois, vous allez me tuer. Donc, il y avait le choix à faire, et le choix, ça a été, bah, tant pis, maman, tu vas avoir les boules contre moi pendant un temps, et on se traiter de tous les noms, le connard, enfin, bande de, mais au moins, elle est partie. Alors, rester à domicile dans son lieu de vie habituel aussi longtemps que possible, avec ses proches et en vivant selon des rythmes de vie familiers rassure. À l'inverse, l'hospitalisation provoque une perte de repères. Le conjoint et ou les enfants se retrouvent souvent en position d'aidant pour gérer le quotidien, coordonner les professionnels, pallier les éventuelles insuffisances et soutenir le malade. Alors, quand les aidants familiaux sont épuisés, cela signifie qu'il est temps de trouver une autre solution. Donc, solution. Ne pouvant pas continuer à héberger maman à la maison, j'avais interrogé les deux neurologues sur les solutions qui s'offraient à nous.
celui qui avait diagnostiqué la SLA et celui qui me suivait au CHU pour ma sclérose en plaques. Le premier m'avait expliqué que la plupart des malades mouraient auprès de leur famille. Ce que je culpabilisais de ne pouvoir offrir à ma mère. Mais mon neurologue pensait que ce serait difficile pour mon père et moi d'accompagner maman jusqu'à sa fin de vie. Alors, après m'être entretenu longuement au téléphone avec ma tante, qui pensait que mon père et moi devions, je sais pas, penser aussi à nous, j'ai décidé d'envoyer un mail à un neurologue attaché au centre de la SLA, où ma mère avait déjà passé quelques jours en hospitalisation, pour lui demander pour ma mère une place dans un centre d'hébergement pour personnes âgées indépendantes. Et un rodéo émotionnel. En fait, voilà, il voyait bien quand même, de lui-même, il aurait dit oui, d'habitude, les familles s'occupent jusqu'à la fin. Ouais, sauf que là, elle ne pouvait pas. Il voyait bien que j'aurais pas, on pouvait pas. Enfin, je veux dire, c'était fou de sa part, quoi. Le mercredi 23 décembre 2015, au matin, je ne savais pas encore qu'une place étant disponible au centre, j'allais devoir prendre une décision à la hâte, sans avoir eu le temps d'en parler à ma mère. Si je déclinais la proposition, on ne pouvait pas me dire quand une place se libérerait de nouveau. Mais le problème était que, n'ayant pas eu le temps d'en parler à ma mère, je savais qu'elle allait très mal prendre la nouvelle, puisqu'elle avait déjà vécu une situation analogue durant son enfance à la mort de sa mère. Placement en passant par... Ouais. En fait, ma mère a été orphelinée à 14 ans de sa mère et de son père à 5 ans. Donc, à 14 ans, on lui annonce, et alors, sa tante s'est occupée de sa sœur et pas d'elle. Mais sauf qu'elle lui a même pas annoncé. Elle lui a laissé sa valise, et elle lui a dit, voilà, vous allez partir au centre, là, enfin, dans l'institut. Votre tante n'a pas essayé de pas vous garder, finalement, pas s'occuper de vous. Donc, je me suis dit, ça va lui rappeler ça. Et je me suis dit, oh, putain, j'ai fait vivre l'enfer, quoi, mais il pouvait pas faire autrement. Et du coup, ben, ça lui a permis, avec le recul, je me suis dit, ça lui a permis de nous traiter de tous les mots, tous les noms. Ce qu'elle avait pas pu faire à l'époque, quand elle avait 14 ans, elle avait rien dit. Elle avait eu les boules, mais elle avait rien dit. Elle avait pas dit, attends, t'es un foiré, tu t'occupes de ma soeur et pas de moi. Et elle avait pas pu le faire. Donc, du coup, je me suis dit, finalement, c'est moi qui me prends pas la tête, mais au moins. Donc, euh, donc, euh, alors, donc, je savais qu'elle allait très mal prendre la nouvelle, puisqu'elle avait déjà vécu une situation analogue durant son enfance à la mort de sa mère, placement en pension par sa tante. Un infirmier du centre était venu à la maison à ma demande. Ma mère avait rapidement compris qu'elle allait devoir partir de la maison. Alors, on allait manger, et à ce moment-là, elle n'a même pas pu manger, moi non plus, on n'a rien mangé, c'était horreur. Euh, Elle m'avait lancé un regard foudroyant, je me souviens, et m'avait pointé ses doigts sur moi, ne comprenant pas cette trahison de ma part. C'était horrible. Comment pouvais-je la faire partir dans un centre et en plus la veille de Noël? Ah, la culpabilité, bonjour. Hein. Elle avait traité un infirmier de connard, par écrit. Donc, il n'avait pas lu. Lui. Il nous avait traité de bande de lâches. Je comprenais très bien sa réaction, c'était réellement très dur à vivre, parce que j'aurais tant voulu que cela se passe autrement. On n'avait rien pu manger ce midi-là. Une fois l'infirmier parti, et alors que nous attendions l'arrivée de l'ambulance, j'avais pu lui parler. Nous étions toutes les deux en pleurs, mais moi lui expliquant qu'on ne l'abandonnait pas, mais que l'HAD ne pouvait pas être la solution, en lui rappelant les nombreuses fois où elle s'était plainte des soins prodigués par les infirmiers et qu'elle s'était sentie seule et abandonnée. Elle me disait à crier toute la nuit, au moins eux, ils pouvaient la sédater, faire quelque chose en urgence ou intervenir, quoi. Ma tante avait pu l'accompagner jusqu'au centre et mon frère avait pu ensuite les y retrouver. Moi, j'étais crevée. Les jeux sont faits, plus rien ne m'a plu. Nous avons passé le Noël 2015, chacun de notre côté. Ma mère au centre et mon père et moi à la maison. C'est pour ça que dans les Noëls, faut plus m'en parler. N'étant pas du tout dans l'esprit de faire la fête, nous n'avions rien pu préparer comme repas pour le réveillon. Nous pensions à maman qui était seule. À plusieurs reprises, nous étions allés la voir au centre. Mon grand frère était très présent pour elle. Il n'avait pas hésité à poser des jours de TT pour être plus disponible pour elle et pour nous. C'est normal, hein, parce que sa mère allait mourir. Se rendre au centre, elle n'était pas simple pour mon père et moi. Atteindre la chambre où résidait maman nous imposait d'avoir à parcourir le long couloir. L'utilisation d'une cale ou bien du fauteuil roulant était nécessaire pour nous déplacer, pour nous deux. Hein. De même, les horaires de visite pour le public n'étaient pas réellement en adéquation avec nos rythmes de vie. Cela m'obligeait à devoir préparer le repas à l'avance pour mon père et moi, et ne pas oublier de prendre mon complément alimentaire avec moi, qui m'évite le risque d'infection urinaire. La communication avec ma mère devenait de plus en plus difficile.
Tout échappait à notre contrôle. J'avais alors trouvé comme solution de passer par l'email des docteurs du centre pour transmettre une lettre à ma mère. Mais le jour où mon frère était venu avec pour la lui lire, elle avait montré qu'elle n'avait pas connu son existence. Ma mère devait très certainement être la seule personne atteinte de la SLA. On y croisait plutôt des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, du moins c'était l'impression que j'en avais. Pour l'information, il existe plusieurs types d'établissements d'hébergement. Bon, là, j'explique pour les personnes âgées, selon leur degré de dépendance. Le centre auquel elle a été fait partie des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou aussi appelés des EHPAD. Il s'agit de résidences médicalisées dont les règles de fonctionnement sont définies par le Code de l'action sociale et des familles. J'essaie de donner un peu d'infos. Certaines de ces EHPAD peuvent héberger des personnes âgées très dépendantes, souffrant de la maladie d'Alzheimer ou atteintes de pathologies dégénératives. Elles sont issues de la loi de 97, complétée par les décrets. Bref. Je pense qu'elle y était plutôt bien soignée, mais elle ne s'y sentait pas vraiment à sa place. Elle ne pouvait être bien nulle part. Qui aurait pu se sentir bien sans pouvoir parler, marcher, manger, boire, ni pouvoir satisfaire à ses besoins naturels, sans aide technique et humaine? Ma mère savait qu'elle allait mourir dans peu de temps. Mais pour le moment, c'était le mot souffrance qui revenait sans cesse. Mal au dos, dans ce lit médicalisé, brûlure dans le bras, dans le bas-ventre, non, brûlure dans le bas-ventre en raison de ses infections urinaires à répétition, douleur cervicale, aux jambes, du fait de la maladie. Elle mettait toujours un petit mot, elle me remontait dans mon lit. Quand on venait la voir, elle ne pouvait pas éviter de gémir et de pleurer. Personnellement, je le supportais de moins en moins bien. Je faisais un effort pour ne pas lui montrer mon malaise et ma grande tristesse pour son état. J'avais proposé de lui amener un lecteur de DVD pour qu'elle puisse regarder des films. On lui avait aussi payé des services de la télé, mais je ne pouvais pas savoir si elle en avait vraiment profité. Le dimanche 27 décembre, j'étais allée la voir avec mon père, et le jeudi, la psychologue du centre avait souhaité s'entretenir avec nous. Les jours où je ne pouvais pas aller la voir, j'appelais le centre pour discuter avec une infirmière ou avec l'un des docteurs du centre. Le départ de la maison de maman signifiait pour moi d'avoir à prendre en charge ce que ma mère ne pouvait plus assurer. C'était ainsi que le lundi 11 janvier, je m'étais rendue au palais de justice avec mon père et ma tante afin de désigner curatrice de mon père par le juge des tutelles. La charge de la curatelle renforcée de mon père était transférée sur mes épaules. Le mardi 12 janvier, nous étions attendus, mon frère aîné, mon père et moi, par les médecins et la psychologue du centre, afin de discuter de la durée et des conditions de l'HAD de maman. Cette période d'absence de maman était difficile, car je savais qu'elle aurait préféré pouvoir rester à la maison et non être placée dans un centre, loin de nous et de ses chats. Quand on se rendait au centre pour la voir, elle ne nous partageait rien. Elle était bien trop concentrée sur ses souffrances, aussi bien physiques que mentales. Une fois, j'avais su par la psychologue du centre que maman avait pu apprécier les plaisirs d'une douche qui lui avait été donnée. J'avais été surprise à l'évocation que m'en avait faite la psy. Elle avait les yeux fermés pour savourer ce moment. Car voilà, ma mère, qui d'habitude tenait tant au respect de son intimité, n'aurait pas pu apprécier du tout de recevoir une douche en public. Surtout devant une psy, parce que les psy et ma mère, c'était toute une histoire. La psy qui me dit « Oh, j'ai vu votre mère, elle se faisait doucher, c'est bien, elle est bien. » J'ai dit « Quoi ?» Ma mère s'est fait doucher devant une psy qui l'a regardée. Alors là, je croyais vraiment qu'elle était bien au fond d'elle. Mais nous n'étions pas à la maison et ma mère n'était déjà plus la même car attaquée par la maladie. Donc en fait, voilà. Donc, chapitre 3, retour à la maison pour 3 jours en HAD. Eh oui, elle a voulu revenir au moins 3 jours. Oh là là. Ah, les emmerdes vont recommencer. Ouais. Non, non, mais franchement, l'enfer. Hein.